Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi 14 février. Des sanctions attendues dans les heures qui viennent après les carences mises au jour dans le suivi judiciaire du principal suspect du meurtre de Laetitia. Je prendrai mes responsabilités, annonce le garde des Sceaux. Le Sénat, contre l'avis du gouvernement, réglemente les sondages politiques pour plus de moralité, moins de manipulation de l'opinion. Dans ce journal, la parole à l'accusation, les sénateurs PS Sueur et UMP Portelli, et à la défense, Jérôme Sainte-Marie de l'Institut CSA. Nouvelle manifestation contre le pouvoir en Iran et au Yémen aujourd'hui, alors que la Tunisie, un mois jour pour jour après la fuite de Ben Ali, est confrontée à sa première crise diplomatique provoquée par un exode massif vers l'Italie. L'Europe débloque une aide immédiate de 17 millions d'euros. Le démographe Hervé Lebras et le président de l'Office français de l'immigration, Dominique Paillet, seront avec nous. Ce n'est pas devant les juges reçus place Beauvau cet après-midi que Michel Mercier a dévoilé les sanctions visant les auteurs des failles dans le suivi de Tony Meillon. Celles-ci devraient être annoncées dans les heures qui viennent par le garde des Sceaux. Jérôme Rabier. 3 heures de face-à-face tendues entre le ministre et les syndicats judiciaires et pénitentiaires. Et à la sortie, personne n'affiche de grandes avancées. Ce soir, le ministre de la Justice n'évoque plus des fautes individuelles mais des carences dans les services, tout en se réservant le droit à des sanctions. En ce qui concerne les suites à donner sur le plan d'éventuelles sanctions et de poursuites disciplinaires, ce n'est pas le sujet qui était discuté naturellement avec les organisations syndicales, et je prendrai mes responsabilités dans les toutes prochaines heures. Seule avancée pour les syndicats de magistrats, le rapport des services judiciaires met hors de cause toute responsabilité individuelle au sein de leur profession. Contrairement à ce qu'a dit le chef de l'État pendant plusieurs jours, ce qu'il a martelé, ce que d'ailleurs le ministre de la Justice lui-même avait dit dans un communiqué commun avec le ministre de l'Intérieur, eh bien il n'y a pas de faute disciplinaire qui ait été commise par des magistrats dans cette affaire. C'est donc désormais vers les services pénitentiaires que les regards se tournent. Les conseillers d'insertion et de probation en charge de Tony Meillon n'auraient pas pu suivre son cas par manque de moyens au sein du service. Ça ne devrait pas être le cas. Les services d'insertion et de probation devraient être en capacité de pouvoir assumer l'intégralité des prises en charge qui sont confiées par la justice. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les syndicats du monde judiciaire et pénitentiaire vont désormais décider des suites à donner à leur mobilisation. Et notons que le meurtrier présumé de Laetitia a regagné sa prison à Rennes aujourd'hui après une courte hospitalisation. Il avait ingéré hier des produits ménagers pour dénoncer, a-t-il dit, le manque de calories dans les repas, une nouvelle provocation pour la famille d'accueil de la jeune fille. Nouvelle visite des parents de Florence Cassé à Nicolas Sarkozy, la 10e depuis l'arrestation puis la condamnation de cette Française au Mexique, condamnation désormais définitive à 60 ans de prison. Les relations entre les deux pays s'en trouvent brouillées, mais l'année du Mexique en France est maintenue, annonce à l'instant Nicolas Sarkozy. Elle sera dédiée à Florence Cassé. Indignation à gauche après la nature de certaines attaques visant Dominique Strauss-Kahn. Les coups portés, notamment par le patron des députés UMP, Christian Jacob, conduit à s'interroger ce soir sur un dérapage. Aurélien Romano. Trop lointain, trop riche, pas assez franchouillard. Aux yeux de certains, Dominique Strauss-Kahn fait l'objet d'attaques frontales de la droite. La dernière salve de Christian Jacob fait déborder un vase déjà trop rempli pour l'opposition. Ce n'est pas l'image de la France, l'image de la France rurale, l'image de la France des terroirs et des territoires, de celle qu'on aime bien, celle à laquelle je suis attaché. Nous avons très bien compris les relents moisis qu'il y a derrière cette déclaration. Que ça s'arrête immédiatement. C'est inacceptable. Dominique Strauss-Kahn ne ressemblerait pas à la France des territoires et des terroirs qu'aime bien Christian Jacob. Moi je dis là-dessus, stop, tout de suite. Tout de suite. Stop, tout de suite. Le Parti socialiste ne prononce pas le mot antisémitisme, mais insiste sur la proximité d'opinion avec Charles Maurras, nationaliste antisémite du début du XXe siècle. L'UMP fait bloc contre Dominique Strauss-Kahn, qui doit venir vendredi à Paris pour préparer le G20. Le mot d'ordre est visiblement lancé de s'attaquer à une potentielle candidature DSK. Pierre Lelouch parle de gauche ultra-caviar. Les références à l'argent et aux préoccupations éloignées géographiquement de celles des Français se multiplient. Jusque-là, François Baroin s'était borné à rappeler la promesse d'effectuer le mandat à la tête du FMI jusqu'au bout, c'est-à-dire octobre 2012.
Bonsoir Michael Zamès. Bonsoir, L'ambiance donc se tend, notamment depuis le pas vers la candidature effectué il y a quelques jours pour son mari par Anne Sinclair. On le sait, DSK redoutait bien des attaques, mais pas forcément celles qui sont prêtées aujourd'hui à Christian Jacob. Oui, c'est vrai que l'ambiance est montée d'un cran. La gauche parle de connotation pétainiste, voire même renvoie la droite aux années 30. On n'avait pas vu ça quand même depuis très longtemps et peut-être même depuis l'affaire Wörth, je ne sais pas si vous vous rappelez. Même si la droite s'en défend, les éléments de langage sont prêts contre Dominique Strauss-Kahn. Parler bien sûr de l'homme politique et de ses incohérences liées à la tête au FMI, du responsable du FMI, mais surtout de l'homme, de ses passions pour les femmes, pour l'argent, bref, des attaques en flèche qui arrivent en masse ce week-end de tous les ministres qui étaient présents dans les médias. L'UMP, une note stratégique a été remise à Jean-François Copé pour contrer Marine Le Pen et le Front National. Une note aussi contre Martine Aubry et le Parti Socialiste. Alors pourquoi pas contre Dominique Strauss-Kahn? On peut aujourd'hui évidemment bien se poser légitimement la question. Il aura donc suffi de quelques mots peut-être maladroits d'un élu du tiroir, Christian Jacob, aime bien le rappeler qu'il est un élu du tiroir et qui pourrait lui servir d'excuse pour déclencher les hostilités. Cette fois, la ficelle est peut-être un petit peu grosse. En tout cas, le signal est clair pour tout le monde. Les porte-flingues sont sortis et tous les coups sont permis. Les boules puantes qui ont toujours existé lors des campagnes, elles sont déjà lancées. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'odeur est nauséabonde. Du coup, les ténors de tous les partis sont sortis de leurs réserves. Halte au feu, car cette histoire arrive peut-être un petit peu trop tôt. En tout cas, ça nous donne un aperçu des muscles de chacun. Merci Michael. Nicolas Hulot réfléchira jusqu'au mois d'avril avant de se décider de se présenter ou non en 2012. Il fixe cette nouvelle date dans une lettre aux amis de sa fondation. Le chef de l'État s'exprimera devant le Congrès réuni à Versailles d'ici l'été. Il entend défendre lui-même l'introduction de la règle d'or dans la Constitution, l'obligation de l'équilibre budgétaire. Des milliers de manifestants aujourd'hui à Téhéran, mort au dictateur, est l'un des slogans qui a été repris par la foule, durement réprimé. Les images sont rares, comme lors des dernières manifestations. Il y a un an, les médias étrangers étaient interdits sur les lieux de ces rassemblements. Notons encore ce soir que les États-Unis ont créé un compte Twitter en persan pour s'adresser aux Iraniens et défendre leur droit à manifester. En Tunisie, le pouvoir de transition soudainement confronté à l'émigration clandestine vers l'Europe. Le ton est monté aujourd'hui entre Tunis et Rome, mais aussi entre Rome et Bruxelles, l'Italie accusant l'Europe d'inaction. Thomas Raguet. 5000 en 5 jours. C'est le nombre de Tunisiens ayant réussi à rallier la petite île italienne de Lampedusa, à 150 km des côtes tunisiennes. Rien n'a changé depuis janvier dernier, rien n'a changé. Nous tous qui sommes ici, nous ne demandons rien. Nous voulons simplement trouver du travail en Europe. Des réfugiés économiques pour la plupart, ayant profité du flottement post-révolutionnaire pour quitter un pays désorganisé. Je pense que c'est un mouvement très massif qui va durer. Ça me fait penser à ce qui s'est passé en Albanie, donc je ne crois pas que ça va s'arrêter si facilement. Un sentiment que ne partage pas ce responsable d'une association de Tunisiens de France. Je ne crois pas que ça va durer quelques mois parce que je fais confiance à l'autoritarisme des autorités italiennes, justement, pour faire en sorte que ça s'arrête. Mais le problème demeurera, le problème de l'emploi, du mal-vivre, il demeurera en Tunisie. Ce soir, les arrivées de Tunisiens semblaient avoir cessé à Lampedusa. La France, de son côté, a exprimé sa pleine solidarité avec l'Italie, appelant au renforcement de l'agence européenne Frontex, chargée de la surveillance des frontières extérieures. Nos invités, donc Dominique Payet, nouveau président de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Bonsoir. Et Hervé Lebras, démographe, qu'on ne présente plus, est également avec nous. Alors faut-il craindre d'abord, selon vous, une vague d'immigration tunisienne? Dominique Payet. Bon, à chaque fois qu'un régime tombe, un régime autoritaire qui encadre la population, à chaque fois qu'il tombe, il y a une création d'incertitudes et beaucoup, face à ces incertitudes sur l'avenir, eh bien, essaient effectivement d'immigrer ou d'émigrer du pays en question. Pour autant, je pense que nous n'aurons pas de vagues successives de la nature de celles que nous avons connues ces derniers jours. Vous avez déjà des informations? On dit que le flot s'est tari à Lampedusa. Aujourd'hui, sans doute. Enfin, en tout cas, il fallait que l'Italie
bien évidemment en première ligne et que l'Europe réagisse, et c'est ce qui s'est fait. Hervé Lebras. Non, il faut voir comment sont les relations des deux côtés de la Méditerranée, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 10 ans, on a établi des règles du jeu et ce sont les pays de l'autre côté de la Méditerranée qui ont pris le contrôle de leur migration, notamment la police tunisienne empêchait les jeunes, ce qu'on appelle les Arakas, de s'embarquer. Donc là, elle ne le fait plus, donc il y a une sorte de petit arriéré. Le seul problème, c'est que la Tunisie, l'Algérie et le Maroc contrôlaient leur propre émigration parce qu'on les aidait à contrôler l'immigration qui monte de plus bas, si on peut dire, qui vient d'Afrique subsaharienne. Et d'ailleurs, on voyait dans le reportage, il y a des Tunisiens, mais je pense que dans ceux qui sont passés, il y a des migrants, ce qu'on appelle les migrations de transit. Et donc là, tout le dispositif sera sans doute pour l'Europe à repenser, parce que d'une certaine manière, on avait décalé ou déplacé la frontière migratoire sur les pays du sud de la Méditerranée. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, d'abord, c'est quel sort réservé à ces milliers de Tunisiens ? Pour eux, quand même, on rappelle que l'Europe, c'est l'Eldorado, ils le disent. Ce sont des forces vives qui doivent rester dans leur pays. Elles sont en règle générale bien formées et on peut tous espérer que le développement économique de la Tunisie, au lendemain de ces événements, soit une réalité progressive. Ça, c'est pour dire que la porte est fermée. Oui, mais elle est fermée parce que nous avons des lois très claires et qu'on appliquera à ces immigrés clandestins, s'ils arrivent sur le territoire national, eh bien, ce qui s'applique aux autres immigrés clandestins. Il n'y a pas, dans ce cadre, me semble-t-il, à avoir de bonnes ou de mauvaises consciences. Il y a des règles, elles doivent être appliquées, et on ne peut pas non plus contribuer à vider des pays pour lesquels le développement économique est une attente légitime, de leurs forces vives, parce qu'il y a des événements qui, au bout du compte, devraient être, nous l'espérons tous, des événements heureux, c'est-à-dire un établissement d'une véritable démocratie. Oui, en même temps, vous vous souvenez qu'une des raisons du déclenchement de la révolution tunisienne, c'est parce que, et c'est nouveau, les diplômés ne trouvent pas de travail. Moi, je connais mieux le Maroc. Au Maroc, un de mes étudiants fait une thèse actuellement. Le taux de chômage des diplômés est 2 fois plus élevé que le taux de chômage des non-diplômés. Donc là, on est en face d'un problème tout à fait nouveau. Parce qu'on a dit au pays, développez-vous avec le capital humain. Et il se trouve avec une sorte de capital humain excédentaire. Ceci dit, je vous accorde que, bien entendu, les lois s'appliqueront s'ils n'ont pas de papier. Mais en même temps, ça veut aussi dire que s'ils arrivent en Europe, et je pense qu'ils ne seront pas non plus extrêmement nombreux, ça sera aussi au fond des gens qui ont un fort potentiel. C'est plus du tout cette image de la migration, du pauvre fellah algérien analphabète. Maintenant, on a des jeunes urbains qui sont formés. Donc je crois qu'à terme, il va y avoir un moment difficile. Je pense qu'on va renégocier un certain nombre de règles avec la Tunisie, et puis ça va rentrer dans l'ordre. Peut-être le problème serait beaucoup plus grave. N'oubliez pas que la Tunisie, c'est 11 millions d'habitants. C'est donc là aussi le potentiel par rapport aux 500 millions d'Européens est relativement limité. Par contre, si ça arrive au Maroc, et aussi le Maroc est beaucoup plus proche de l'Europe, parce que traverser le Gibraltar, c'est beaucoup plus simple que aller à Lampedusa. Là, on aura un problème. Et si ça arrive en Algérie, Hervé Lebras, on sait que toute la jeunesse regarde l'Europe. En Algérie aussi, parce que la situation est très mauvaise. Simplement, c'est plus difficile. Il y a des questions, vous savez, dans l'immigration. Par exemple, un des cas les plus terribles actuellement, c'est le Darfour. Mais vous n'avez pas un type du Darfour qui vient en Europe. C'est trop compliqué de venir. Donc il y a aussi des questions de facilité ou de proximité. Et le plus proche, c'est certainement le Maroc. Et actuellement, les frontières les plus perméables, en tant qu'office d'immigration, vous le savez, c'est vers la Turquie et vers l'Ukraine et la Moldavie. Absolument. Parce que c'est beaucoup plus facile de passer que à partir de l'Algérie. Est-ce que l'Europe est à la hauteur de l'événement tunisien, en d'autres termes? Est-ce qu'elle en fait assez pour aider le pays sur le plan économique afin de favoriser sa transition démocratique? Elle commence à faire. Je veux dire qu'il ne faut pas juger aujourd'hui de ce que fait l'Europe. Les événements se sont déroulés il y a quelques semaines. La stabilisation en Tunisie n'est pas encore acquise. Les perspectives politiques dans ce pays restent à dessiner. Donc l'Europe, là, accorde une aide d'urgence aujourd'hui. Elle peut se faire sans doute plus, mais l'essentiel, c'est qu'elle fasse bien. Et pour bien faire, il faut savoir où va le gouvernement tunisien, en tout cas ceux qui sortiront des urnes lorsque les élections seront organisées. Alors on a vu qu'il y avait eu des tensions
très rapide et assez vive entre Tunis et Rome, mais également entre Rome et Bruxelles, puisque l'Italie accuse l'Europe de la laisser seule face à ce problème. Dominique Payet, comment est-ce que vous expliquez cette situation de grande confusion en Europe, alors que des lois récentes ont voulu harmoniser la politique commune en matière d'immigration? Ce qu'a proposé dans un premier temps l'Italie, c'est d'envoyer ses policiers sur place en Tunisie. Vous imaginez bien que le gouvernement tunisien transitoire... Ça nous fait penser à une polémique récente en France. Ne puisse pas répondre positivement à une telle proposition et qu'au contraire, il ne peut que s'en offusquer. Il faut être sérieux. L'ingérence, ça n'est pas envisageable. Ensuite, l'Italie s'est retournée pour des questions de moyens vers l'Europe qui a répondu. Ce soir, l'Europe a répondu à la demande italienne. La France a exprimé sa solidarité à l'égard du gouvernement italien face à cette situation. Donc je pense que progressivement, mais rapidement, les problèmes vont se résoudre. Oui, il faut voir aussi que la migration, presque toujours, est un enjeu politique. Et donc, en Italie, c'en est particulièrement un, puisque le ministre de l'Intérieur est membre de la Ligue du Nord, et que la Ligue du Nord a en tête de son programme le contrôle de l'immigration et même le retour des immigrés dans leur pays. Donc ça ne pouvait qu'être politisé, mais je crois qu'il faut garder la tête froide, regarder les chiffres, au fond les moyens en présence, et à ce moment-là, je pense que ça se dégonflera. Alors c'était la question du nouvelobs.com, le partenaire du journal de 19h sur Public Sénat. Craignez-vous une immigration clandestine en provenance du Maghreb? Vous avez été près de 500 à répondre et vos réponses sont assez partagées. Oui, 49%, non, 46%. C'est donc bien un sujet sensible, en tous les cas. Oui, mais c'est une évolution de l'opinion aussi. Allez, toute autre chose. Dominique Payet, vous étiez il y a peu le porte-parole de l'UMP. Est-ce que vous auriez repris à votre compte les critiques de ce week-end visant DSK, qui vit hors de France depuis trop longtemps, a-t-on entendu, qui n'est pas à l'image de la France qu'on aime, selon la formule de Christian Jacob? Écoutez, moi j'aime la France et je n'aime pas par contre les attaques ad hominem. Je pense que Dominique Strauss-Kahn, qui n'a pas fait part de son choix d'être ou non candidat, a le droit de réfléchir. Et s'il est un jour candidat, nous regarderons de très près son programme et à ce moment-là, on dira à la population française qui est Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, à travers ses actes ou ses actions. C'est quand même aujourd'hui celui qui, au niveau du FMI, évolue comme poisson dans l'eau au niveau de la mondialisation. C'est celui qui, par ailleurs, demande à la Grèce de privatiser un maximum ses services. C'est celui qui est le chantre de l'extrême rigueur budgétaire. Alors vous avez des arguments pour demain, mais ceux que vous entendez aujourd'hui à l'UMP... Ceux que j'entends ne me plaisent pas et je ne les reprends pas. Est-ce que vous trouvez qu'ils sont nauséabonds? Je trouve qu'ils ne sont pas de saison. Et que la classe politique française et la majorité à laquelle j'appartiens s'honoreraient en ne se lançant pas dans ce type d'appréciation, voire d'attaque, surtout lorsqu'elles arrivent en meute. Ça donne une impression de fébrilité, ça laisse supposer qu'on peut craindre une candidature à droite et au centre de Dominique Strauss-Kahn, alors même que je persiste à penser, pour ma part, que ça n'est pas au niveau du PS le candidat que nous devons craindre le plus. D'accord. Mais vous pensez que... ces attaques sont moisies, pour reprendre le mot du porte-parole du Parti Socialiste? Il ne faut pas surinterpréter notamment les propos de Christian Jacob. Mais il n'y aurait pas eu de surinterprétation si personne ne s'était livré à ces propos-là. Hervé Lebras, une réaction sur cette polémique autour de Dominique Strauss-Kahn et du visage qu'il représente, pas celle de la France qu'on aime? Je pense, j'ai une grande estime pour Strauss-Kahn, ne serait-ce aussi que pour son intelligence économique. Donc je crois que c'est totalement à côté de la plaque. Ce que je crains le plus, c'est que, vous savez, quand une attaque part dans une direction, une attaque en réponse peut partir dans l'autre direction. Donc c'est de très mauvais augure pour la suite de cette campagne. Et on le pressentait un petit peu. Certains l'avaient déjà dit qu'il pouvait y avoir des dérapages. Et c'est vrai que les deux candidats... C'est quand même très tôt, là, hein. Oui, et ça installe un climat qui risque d'avoir un ping-pong, parce que les deux candidats, disons si nous avons affaire à Sarkozy et Strauss-Kahn dans l'élection, les deux sont prêts à polémique de toute manière, et ces polémiques risquent très facilement de glisser, vous avez employé le mot, disons dans une atmosphère de type nauséabond. Vous reconnaissez que c'est un dérapage? Moi,
me serait... Vous condamnez en étant un peu prudent, hein, quand même. Hein. Non, mais je suis prudent. Je ne veux pas jeter la pierre à mes amis politiques avec lesquels je vis tous les jours. Donc j'ai à cet égard une certaine retenue, mais je le répète... Vous n'avez pas toujours eu, hein, depuis que vous n'êtes plus porte-parole de l'UMP vis-à-vis de Jean-François Copé, vous n'êtes pas gêné pour dire certaines choses. Je le répète, je pense que ce type de débat nuit à l'image des politiques et à la crédibilité de la politique elle-même. Et qu'aujourd'hui... Franchement, Strauss-Kahn n'est pas candidat, ça n'est pas de saison et c'est pas là-dessus qu'on doit dénoncer son comportement. Allez, merci à tous les deux d'avoir participé à cette édition du 19h. Allez, autre chose, de nouvelles règles vont devoir s'appliquer aux sondages politiques si la proposition de loi votée à l'unanimité aujourd'hui au Sénat pour leur moralisation trouve un écho à l'Assemblée nationale. Ça n'est pas certain. Les explications de Margot Aubryot. Des sondages omniprésents dans le débat public, mais régulièrement critiqués. Manque de rigueur, résultats contradictoires, erreurs, la liste des abus est longue. Le Sénat introduit aujourd'hui plus de clarté et de transparence en modernisant la loi existante, inchangée depuis 1977. Il élargit l'encadrement des sondages électoraux à l'ensemble des sondages de caractère politique. On a beaucoup de sondages aujourd'hui qui traitent des questions politiques, mais qui sont en dehors du champ de la loi. Or, la distinction entre les sondages politiques et les sondages électoraux est de plus en plus insaisissable, puisqu'on fait aujourd'hui des sondages électoraux quasiment toute l'année, et même les années où il n'y a pas d'élection. Le Sénat a par ailleurs voté d'autres mesures précisant les conditions de réalisation des enquêtes d'opinion. Parmi celles-ci, la publication des marges d'erreur et du taux de non-réponse, et la publication de l'identité du commanditaire du sondage. Les auteurs du texte, qui préconisent un renforcement du rôle de la commission des sondages, verraient bien leur réforme s'appliquer rapidement. Notre objectif, c'est de peser sur la présidentielle, mais aussi sur les législatives de 2012, bien sûr. Mais de peser, entre guillemets, c'est-à-dire de renforcer la confiance qu'ont les citoyens dans un des modes de traduction de la démocratie quotidienne que sont les sondages. La proposition de loi pourrait bien changer les règles du jeu pour la présidentielle de 2012 et les législatives qui suivent. Voilà, avec nous donc un accusé parmi d'autres, Jérôme Sainte-Marie, directeur général adjoint de l'Institut CSA. Bonsoir. Enfin, vous ne vous sentez pas vraiment dans la peau d'un accusé. Je vous voyais sourire, même rire, en regardant ce sujet qui évoquait les nouvelles règles que souhaite instaurer le Sénat. Oui, parce que c'est une espèce de grand soir qui ne correspond pas à grand-chose, puisque pour l'essentiel, les propositions sont des propositions qui sont déjà appliquées. On donne le nom du commanditaire du sondage, par exemple, on a l'obligation de le faire. La commission des sondages, telle qu'elle fonctionne actuellement, a un certain nombre de pouvoirs. Par exemple, et nous sommes une profession extrêmement contrôlée dans Vous ne mentionnez pas les redressements auxquels vous opérez après la publication des chiffres, une fois que vous avez collecté des chiffres bruts. Bien sûr. On donne l'ensemble des... alors déjà, un point général, si vous voulez, sur le travail de ces propositions des sénateurs. Moi, sincèrement, le principe, je trouve ça tout à fait légitime. C'est vrai que les sondages jouent un rôle dans la démocratie aujourd'hui tout à fait important. Et c'est tout à fait... bon, ça c'est à vous de l'estimer. Hein, mais c'est tout à fait souhaitable que ce soit une activité qui soit réglementée, contrôlée. On aimerait peut-être davantage d'autocontrôle, mais puisque notre profession, finalement, est une profession assez peu organisée, on subit ce pouvoir du législateur. Bon, c'est tout à fait légitime. C'est important. Vous ne vous agrippez pas à votre liberté, quand même, pour l'essentiel garanti aujourd'hui. Vous acceptez éventuellement de nouvelles règles du jeu. Alors, on a une responsabilité que l'on exerce sous contrôle. Encore une fois, il faut savoir qu'on délivre pour tous les sondages d'intention de vote, parce que ce sont les seuls sondages sur lesquels il y a une intervention du sondeur. Pour tout le reste, pour les sondages politiques en dehors des sondages d'intention de vote, nous sortons très précisément ce qui sort de la machine, ce qui sort de l'ordinateur. Pour des raisons évidentes, pour les intentions de vote, où il y a des phénomènes de sous-déclaration, de surdéclaration sur les candidats, il y a une méthode qui s'appelle le redressement, qui ne donne pas des résultats d'une exactitude parfaite. Ça n'arrivera jamais d'ailleurs, nous n'aurons jamais des sondages parfaitement exacts, même 24 heures avant le scrutin, mais qui donnent la meilleure approximation possible des rapports de force électoraux à un moment donné. Est-ce que vous admettez que les sondages peuvent être un instrument de manipulation de l'opinion? Je ne vois pas vraiment comment, puisqu'au fond, vous avez un univers totalement concurrentiel. Je ne vous parle même pas de l'éthique des sondeurs, etc. Mais faisons comme si cela n'existait pas. Or, ça existe. Nous avons un univers totalement concurrentiel, donc on se contrôle les uns les autres. Nous publions nos sondages, donc quand il y a des polémiques, comme il y en a eu il y a quelques mois, quelques années, eh bien, ça fait du tort à l'Institut, si jamais il est pris en défaut. Et enfin, il existe déjà
à un contrôle de la commission des sondages auquel nous remettons toutes nos matrices de redressement, nos résultats bruts, etc. Et si jamais nous sommes saisis par quelqu'un qui sera mécontent, eh bien, la commission est saisie et à ce moment-là, nous passons des oraux, si j'ose dire, nous sommes auditionnés, nous sommes très très contrôlés. Vous dites que déjà aujourd'hui, les commanditaires des sondages doivent être connus et leur nom associé aux chiffres que vous publiez. Vous dites évidemment. Est-ce que vous ne vous sentez pas parfois l'otage des gens qui payent, qui parfois payent pour avoir des chiffres qui vont dans un certain sens? Pas du tout. Ils payent pour des questions, pour une méthode sur laquelle l'Institut de sondage qui publie, n'oubliez jamais que tout ça c'est publié, et donc nous mettons en jeu notre réputation et l'activité économique des instituts reposant essentiellement d'ailleurs sur les sondages qui ne sont pas des sondages politiques. Ce serait même d'un point de vue rationnel totalement stupide de se livrer à ce genre de petits jeux. Ce n'est pas le cas. Il y a parfois des libellés plus ou moins corrects, mais c'est un travail qui est un travail humain qui n'est pas toujours parfait. Bon, alors je vous propose de répondre aux deux interpellations du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur, donc co-auteur de cette proposition de loi. La première s'adresse à vous sur la transparence. Il faut nous dire qui finance les sondages. Il faut nous dire quelles sont les marges d'erreur. Vous savez bien que ça n'a aucun sens de dire, mettons, 49, 51. C'est 49 plus ou moins 3 et 51 plus ou moins 3. C'est quand même important que les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs le sachent. Il faut nous dire qui répond, qui ne répond pas. Il faut nous dire quels sont les redressements auxquels vous procédez, puisque vous procédez à des redressements. Alors voilà, donc il faut répondre à beaucoup plus de questions que celles que vous impose la loi aujourd'hui. Le commanditaire, encore une fois, qui paye le sondage, on là, est vous avez tenu répondu, oui. de le faire. La marge d'erreur. La marge d'erreur. Ça vous gênerait de l'afficher ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que c'est en toute rigueur, justement, puisqu'on nous parle de science, etc. En toute rigueur, la marge d'erreur, c'est calculé sur les sondages aléatoires, sur les sondages par quota. Donc par analogie, on peut trouver les marges d'erreur. On sera obligé d'assortir. En tant que journaliste, voyez bien ce que ça signifie, d'assortir tous les résultats qu'on va publier d'une marge d'erreur. C'est-à-dire que la marge d'erreur, c'est pas sur un sondage, c'est pour chacun des résultats. Ça serait moins vendeur pour vous, hein? Vous savez, non, je n'ai pas vraiment ce genre de soucis, mais sincèrement, ça sera beaucoup moins exploitable en termes d'information. Voilà. Et après, les méthodes de redressement, moi, je veux bien délivrer à la France entière des cours de statistiques et des cours comme on en donne d'ailleurs, mais je ne suis pas sûr que l'intérêt du public va se maintenir très longtemps. Allez, une autre interpellation, toujours de Jean-Pierre Sueur, qui a rencontré il y a quelques instants Flora Sauvage. Je sais qu'il y a des réticences chez certains organismes de sondage. Et moi, je veux leur dire, aux représentants des organismes de sondage que je connais bien, n'ayez pas peur. Cette loi, elle demande quoi? La transparence. Eh bien, je ne vois pas pourquoi vous auriez peur de la transparence. Non, même pas peur, Jérôme Sainte-Marie. On trouve les accents de Jean-Paul II. Nous n'avons pas peur, tout va pour le mieux. Simplement, ça va rendre les choses, les propositions qui sont faites me paraissent assez inutiles, mais vont rendre le travail des sondeurs et des journalistes extrêmement difficile. Allez, les sondages sont des outils pour connaître l'opinion, certes, mais quand même, parfois, on peut se poser la question pour la manipuler. On a des doutes quand même, Jérôme Sainte-Marie. Il y a parfois des chiffres qui sont très contradictoires, qui sortent sur des questions. Alors les questions, la façon dont les questions sont posées, évidemment très importante. Par exemple, là, tout récemment, la semaine dernière, il y a eu le Parisien et 20 minutes qui nous annonçait un fort soutien des Français aux magistrats. Et puis, hop, le Figaro ce matin, fort soutien des Français à des sanctions contre les magistrats fautifs. Là, on sent bien que la perception qui est totalement différente. Le Monde, d'ailleurs, signale aujourd'hui des différences entre justement le sondage BVA et les sondages CSA. Mais dans l'article du Monde, si vous le lisez, justement, il cite le libellé des questions qui ne sont pas les mêmes, qui ne disent pas la même chose. C'est-à-dire qu'on peut très bien considérer qu'il faut des sanctions pour les magistrats, etc. Et en même temps considérer que les magistrats ont été mis trop en cause et trop directement... Dans le premier temps, donc, on dira soutien au chef de l'État, et dans le deuxième, on dira désaveu du chef de l'État. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'un sondage qui est fait avec une ou deux questions, généralement, donne une information extrêmement fragile. Les sondages qui sont faits avec déjà, là, vous nous donnez un petit mode d'emploi, une recommandation. Ça donne un éclairage, si vous voulez, sur différentes facettes, et ça permet de voir à peu près ce que les Français ont en tête, ce qui ne se résume pas toujours à une question binaire. Merci Jérôme Sainte-Marie. On verra quel est l'avenir de cette proposition de loi qui a donc été votée aujourd'hui au Sénat à l'unanimité. Je vous le rappelle, on ne sait même pas si elle sera inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Soyez rassurés. En tout cas, un politique ne prend jamais de risque en tapant sur les sondeurs. Il n'y a aucun doute là-dessus. À 22h, Sonia Mabrouk pour le prochain journal. Tout de suite sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Tout dépend d'eux. Bonsoir.
1988 à 1993, le journaliste belge Hugues Lepage a réalisé plusieurs documentaires sur François Mitterrand. Durant des années, j'avais pu tourner dans des conditions exceptionnelles pour l'époque. Justement, j'ai reçu ce matin une lettre du roi des Belges. Ah bon? Je vous le signale. 20 ans plus tard, il redécouvre des images inédites et s'interroge sur l'étrange relation qu'il avait nouée avec le chef de l'État. Un jour, sans préavis, il m'avait offert cette séquence. 10 minutes entre l'abandon et le retour à son escorte. Une fois encore, le prince mettait en scène sa propre image. Je le savais. Mais cet épisode surprenant était une chance pour moi. Le prince et son image. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat.